3 litres à l'heure de moins qu'un Rotax 915 sur le VL3 à la même vitesse. Très fiable, peu de maintenance, des coûts d'exploitation en baisse. Donc on espère révolutionner la propulsion des avions légers de l'ULM jusqu'à plus tard, peut-être des beaucoup plus fortes puissances. Et bonjour à tous, là on vous reçoit sur le stand de Turbotech. Turbotech, c'est une entreprise française qui est en train d'un peu révolutionner le monde de la turbine, en tout cas de la turbine légère. Et on est avec Damien Fauvet qui est son créateur et l'un des initiateurs techniquement de l'idée de cette turbine. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur notre stand. Alors rapidement, parce qu'on va voir que ce n'est pas exactement le sujet, mais indirectement ça va nous y amener. Ta turbine, qu'est-ce qui la caractérise en deux mots? Qu'est-ce qui fait qu'elle change? En deux mots, déjà, on va être la première turbine à être commercialisée dans le monde de l'aéronautique légère. Et de plus, elle a une innovation technologique qui va dans le sens, on va dire, du monde actuel. Elle a un échangeur de récupération qui lui permet de baisser sa consommation. Et donc c'est une petite turbine, vraiment dédiée aux ultra légers dans un premier temps, et ensuite aux avions certifiés plus tard, de 140 chevaux, mais qui va avoir le même niveau de consommation qu'un moteur standard à piston, par exemple un Rotax. On consomme 3 litres à l'heure de moins qu'un Rotax 915 sur le VL3 à la même vitesse. Voilà, donc c'est une vraie innovation avec tous les gains de la turbine, la légèreté, surtout la safety. C'est un moteur qui est très fiable, peu de maintenance, des coûts d'exploitation en baisse. Donc effectivement, comme tu le disais, on espère à notre humble niveau révolutionner la propulsion des avions légers, de l'ULM jusqu'à plus tard, peut-être des beaucoup plus fortes puissances. Si on regarde autour de nous, c'est déjà un peu fait. Ce qu'on va plutôt voir, c'est les conséquences. Alors, elle est légère, elle ne consomme pas beaucoup. Oui. Ce qui permet de l'installer sur des engins où vous n'aurez pas pensé voir des turbines, comme les ULM. Tout à fait. Voilà. Alors d'ailleurs, preuve de grande réussite quand même, le VL3 qui est un best-seller dans le monde de l'ULM, qui va être une des premières machines, si ce n'est la première probablement. Oui, vendue en France avec notre turbine. Là, il y a deux exemplaires sur le salon, celui qui est pendu au plafond et l'autre gris, qui sont les avions d'ailleurs des prototypes qui volent. Et d'ailleurs aussi, Bristol nous a prêté ce XL8 qui est un ULM métallique avec notre turbine dessus. Donc c'est un avion qui vole depuis quelques temps déjà. Voilà. C'est bien un ULM. Et donc, c'est là qu'on arrive à l'histoire qui nous préoccupe là, maintenant, dans cette interview. On a parlé beaucoup d'ULM. Or, l'ULM français, là je vais faire un petit historique rapide, il y a quelques années a fait un peu bande à part de ses collègues européens. À savoir qu'il y a eu un changement, une évolution de la réglementation européenne, c'était vers 2019 je crois, qui a autorisé les différents pays, puisque la réglementation ULM est une réglementation nationale. Chaque pays reste maître, ça n'est pas uniformisé par les instances européennes. Donc les instances européennes ont dit, jusqu'à présent les ULM c'était 450 kg historiquement. Là, aujourd'hui, on va autoriser chaque pays à aller jusqu'à 600 kg s'il le désire. Sans surprise, les Allemands, un des principaux pays de l'ULM en Europe, les Allemands sont allés à 600 kg. Les Français, qui est également un grand pays de l'ULM, mais les Français ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent, d'en rester à 500 kg. Alors vous entendrez 525 parce qu'il y a un petit bonus quand on emporte un parachute de secours. Mais voilà, donc en France, on a dit, non, 500 kg seulement. Nous, on a pu le constater à Friedrichshafen, ça a créé un petit gap, un petit peu entre le marché de l'ULM européen, allemand, on va dire, certifié allemand, et le marché français. Et toi, tu t'es trouvé concrètement face à un dilemme, c'est qu'avec 500 kg, tu passes pas avec ta turbine. Tout à fait, oui. Alors, concrètement, le moteur est léger, et pour complémenter ce que tu disais, ce 525 kg en France, il venait de très bonnes raisons aussi. Les fédérations, les utilisateurs, les industriels et la DGAC, qui est acteur dans tout ça, puisque c'est la DGAC qui gère la réglementation, sont aboutis à ce 500 kg par un compromis entre la simplicité déclarative de l'ULM. Il faut savoir qu'en France, on a un système totalement déclaratif, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, où c'est une pseudo-certif. Il y a un petit travail à faire pour mettre un ULM sur le marché. Et donc, c'est un bon compromis que la France, la FF Plume, tous les acteurs avaient mis en place pour avoir quelque chose de très simple, garder cette très belle liberté de l'ULM en France, mais effectivement, le contrepartie, c'était de ne pas aller jusqu'à du 600 kg, qui est une masse où on commence à parler de potentiel impact plus important. Donc oui, nous, à un moment, on est arrivé avec certes notre turbine qui est légère, mais comme elle est montée sur des ULM très haut de gamme, très vite, les clients souhaitent bien les équiper avec des EFIS, des trains rentrants, et effectivement, on arrivait pour des ULM, alors comme le VL3 qui sont assez légers,
à un petit surpoids de 10-15 kg, ou pour des ULM qui sont un petit peu plus lourds comme le XL8, puisqu'ils sont tout métalliques en aluminium, on arrivait à un embonpoint de 30-40 kg qui faisait que ça ne passait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réunir tout le monde, la DGAC, la fédération, pour dire ben voilà, on a une innovation française. Il faut savoir que notre turbine a été partiellement financée par la DGAC, le CORAC, et on a essayé de mettre tout le monde autour de la table pour dire ben voilà, nous, jeunes industriels français, on aurait besoin d'un coup de pouce, on aurait besoin que vous nous aidiez à aller vers plus de masse à vide et en charge, donc 400 kg à vide, 600 kg en charge. Et là, premièrement, la DGAC a une attitude très ouverte. Moi, je les remercie vraiment. Ils ont fait preuve d'une énorme ouverture d'esprit. Ils se sont vraiment mis au travail et dans un temps record, on a réussi à aboutir à cette nouvelle réglementation, main dans la main aussi avec la FF Plume qui nous a assistés. Le but était vraiment de trouver le meilleur compromis entre la sécurité, cette augmentation de masse, et puis accorder tout le monde, et nous qui étions les demandeurs initiales de cette nouvelle réglementation. Et là, un grand merci à tout le monde qu'on a réussi à décrocher en à peu près 8 mois. Ce qui est un sacré défi, parce que je pense que le monde de l'ULM européen essayait d'aller vers ça depuis une dizaine d'années. Et là, nous, Turbotech, on a vraiment pris le taureau par les cornes, si je puis dire. Et tout le monde a eu une attitude bienveillante et très positive vis-à-vis de ça. Donc les équipes, effectivement, encore une fois, de Damien Cazé et de la DESAC ont vraiment bien œuvré pour nous pour aboutir à ce nouveau décret. Donc là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que cette évolution de la réglementation qui s'applique aux ULM donc oui, en France, donc elle ne change pas, on reste dans les mêmes termes, mais tu as obtenu ce qu'on pourrait appeler une dérogation, un aménagement. Alors non, c'est même pas une dérogation, c'est une extension de la classe 3, pour donner un peu plus de détails. Moi, donc, j'ai reçu un courrier de la DGAC qui indique les grandes lignes de tout ce travail qu'on a mené avec la DGAC. En gros, on va rester dans l'esprit de l'ULM, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir un cadre déclaratif, contrairement à l'Allemagne, pour mettre un ULM sur le marché en France. On dépose un dossier, mais ce dossier, il ne va pas être revu, amendé, corrigé. C'est déclaratif. Le fabricant de l'ULM va jurer qu'il suit bien le code technique prescrit par la France pour concevoir cette ULM. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu upgradé ce code technique avec la DGAC en introduisant des critères de safety, des critères de sécurité un petit peu plus importants en termes techniques pour l'intégration du moteur, également en termes de formation et un peu plus de suivi de maintenance. Mais on reste dans un cadre qui est complètement ouvert et en gros la belle simplicité, la belle liberté de l'ULM qui va de 0 à 525 kg, on a réussi à la conserver sur 525-600. Donc en fait, c'est une extension de la classe 3. Ce n'est pas dérogatoire pour Turbotech puisqu'on a voulu être fair play aussi. Ça va être applicable sur n'importe quelle motorisation. Même si Turbotech était le demandeur et le prescripteur et je dirais la cheville ouvrière de ce travail, demain, les fabricants d'avions et de moteurs à piston pourront écrire leur code technique. Nous, on a rédigé notre petit code technique pour nous, qui permet d'intégrer la turbine dans des ULM 600 kg. Tout à chacun, tout fabricant pourra le faire pour des futures motorisations, qu'elles soient piston, électrique ou autre. Ce n'est pas une dérogation, c'est une nouvelle classe avec un nouveau code technique qu'on a travaillé et mis en place avec les équipes de la DGAC, main dans la main, et de la FF Plume également. Et pour être tout à fait précis, donc la particularité de l'ULM français, c'était, on l'a dit, une limitation de masse donc, qui là est repoussée. Il y a la masse maxi au décollage, oui, donc les 600 kg, mais il y a aussi une masse à vide. Tout à fait. Qui, dans la réglementation française, on faisait un subtil calcul à partir des 525 kg. On soustrayait une quantité minimale de carburant, une masse forfaitaire pour les passagers, et on arrivait en gros de mémoire à 336 kg ou quelque chose comme ça, à vide, maxi, pour un ULM. Ça, c'était aussi un bien sûr, gros obstacle. Tout à fait, la masse à vide était du même acabit, je dirais, que la masse maxi. Donc là, c'est le même principe, on part de 600 kg, on fait une soustraction, la même démarche que pour le 525, et on arrive à quelque chose qui est proche de 400 kg, ça sera un petit peu en dessous de 400 kg. Autre limitation, la France aussi a choisi on a parlé du LM classe 3, donc classe 3 c'est les multi-axes, c'est les petits avions en gros. Il y a 6 catégories du LM, il y a toutes sortes de bestioles qui volent sous le label ULM. La classe 3, multi-axe, c'est les petits avions. Il y avait une autre limitation qui, elle, perdure, qui est à 109 chevaux de puissance continue maximale. Tout à fait, absolument. Donc au début, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on peut libérer la puissance? Et on est tombé sur un consensus avec les équipes de la DGAC et de la FF Plume, pour le moment en tout cas, et on ne présage pas de ce qui sera le futur. On reste à 109 chevaux.
Pourquoi? Parce que le calcul de sécurité se fait sur l'énergie cinétique. Donc effectivement, si on va plus vite avec plus de puissance, l'impact serait plus fort. Donc ce qu'on a choisi dans un premier temps, c'est de conserver cette limite de 109 chevaux, on étend la masse et puis après on verra ce que le futur nous réserve. Voilà. Mais c'est déjà une très très belle avancée et encore une fois, voilà, on est très content de tout ça. Donc ta turbine, elle, nominalement, elle est capable de sortir dans les 140 chevaux. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc comment tu fais pour la ramener à 109 chevaux? C'est compliqué? Non, pas du tout. C'est dans le code du FADEC, donc c'est un calculateur électronique qui va s'occuper de réguler le moteur. Eh bien, on a dans notre code un petit bouton, enfin quelques lignes de code à ajouter pour limiter à 109 chevaux. Mais ces 109 chevaux, on va pouvoir les conserver d'ailleurs en permanence. On pourra voler à 109 chevaux à fond tout le temps, puisqu'en fait, quand on sera qu'à 75% de la puissance nominale du moteur, et puis cette puissance de 109 chevaux, on va la conserver en altitude. Donc en fait, on va avoir un avion qui, plus il va le monter, plus il va, entre guillemets, pas accélérer, mais garder une tasse, une true airspeed constante. Voilà, avec 109 chevaux, en gros, on va pouvoir voler facilement à 300 km/h avec un VL3 à 6000 pieds. Ça va donner un avion très performant, tout en consommant peu, voilà, moins une trentaine de litres à l'heure. Que de chemin parcouru dans l'ULM, depuis les grands anciens qui volaient sur des trapanels avec des moteurs de tondeuse à gazon. Donc on peut être étonné aujourd'hui de voir des turbines arriver sur des ULM. On flirtait avec les limites techniques au niveau masse, mais bon, la réglementation peut évoluer, elle a évolué. Nos administrations sont suffisamment intelligentes pour ça. Nos constructeurs, dont tu fais partie, ont su obtenir ça, donc super. Au niveau du pilotage, paradoxalement, c'est plutôt plus simple. Oui, tout à fait, absolument. Une turbine qu'un moteur à piston, c'est plus facile à conduire. Oui, alors ça dépend de la turbine, mais nous justement, on a souhaité vraiment faire la turbine pour tout le monde. Donc en gros, elle est contrôlée par un FADEC, un régulateur électronique, et elle est très très simple. On a un bouton start, un bouton stop. C'est-à-dire qu'on a réduit à sa plus simple expression le pilotage de la turbine. On a pris le contrôle du pas de l'hélice via notre électronique, et donc on se retrouve avec un moteur monomanette et entièrement géré et sécurisé par son électronique. Donc virtuellement, on ne peut pas la casser, il y a toutes les alertes, elle est conçue comme une électronique, on va dire, d'un avion de ligne, avec toutes les redondances et toutes les sécurités. On a toutes les alertes qui sont remontées sur le display. On a le choix, hein, là le XL8 il est équipé de notre screen, de notre display. Le fonctionnement de la turbine, il est extrêmement simple, il est plus simple qu'un moteur à piston. Hein. C'est 2 boutons et une manette. Voilà, on a vraiment une campagne d'essai en vol très poussée avec les équipes de JMB qui est l'un de nos premiers clients et puis également de Bristol. Voilà, donc on essaie aussi de faire les choses très sérieusement avec beaucoup d'essais en vol, beaucoup d'essais au sol. Et alors justement, pour en revenir à cette évolution réglementaire que tu as pu obtenir en travaillant avec la DGAC, les constructeurs de machines ont travaillé avec toi ou c'est toi le maître d'œuvre? Alors, on a essayé de réunir les desiderata des constructeurs, mais au rang 1, on va dire c'est 95% de travail turbotech pour intégrer. Déjà, ça s'était jamais vu en plus une turbine en aviation légère. Donc on est allé chercher en gros dans ce nouveau code technique qu'on a rédigé les éléments de base historiques de ce qui permet de faire un ULM. C'est la CSVLA. Le part B et le C. On y a rajouté le code allemand parce qu'il est plutôt bien fait, donc on doit répondre au code allemand maintenant dans ces ULM 600 kg. Et on est allé chercher des petits bouts de la CS23 partie turbine, savamment distillés, on en aura pris 5-6 pour les intégrer dans ce code technique. Et toute cette concaténation de documents va permettre d'aboutir au code technique français du LM 600 kg qui va permettre d'encadrer l'intégration d'une motorisation, hein, puisque ça, encore une fois, ça sera ouvert à toutes les motorisations, pas que les turbines, dans un ULM de plus forte masse. Si on parle motorisation aujourd'hui, parce que quand on a vu un peu, comme je le disais tout à l'heure, l'ULM européen et l'ULM français se découpler, on a vu depuis 2 ans s'installer le 915 IS de chez Rotax, trop puissant pour le marché français. Pour l'ULM français. Alors, pas les voilures tournantes, parce que sur les autogyres et les hélicos légers, ils autorisent le 140 chevaux du 915 IS, mais pas sur les multi-axes. Donc le très joli VL3 à moteur 915 IS, c'était pas pour la France et ce ne sera toujours pas pour la France dans l'état actuel des choses. Non, c'est tout à fait. Il y a la limite de puissance nous on se conforme. C'était la DGAC a également souhaité maintenir cette limitation de puissance. On a eu un consensus, on a eu une discussion avec la FFLUM. Pour le moment, pas d'évolution sur la puissance. Donc voilà. En revanche, tu ouvres une voie pour, et il y en a beaucoup ici, tous les constructeurs qui amènent sur le marché des machines plutôt taillées pour le 600 kg, parce qu'ils ont raisonné marché européen et pas marché
français, Oui. qui motorisent avec du 912, du 912 Oui, absolument, IS, absolument. etc. Eux, tu leur ouvres le marché français. Exactement, c'est fair play, on est un motoriste, mais on a également, on va dire, ouvert la voie pour ce que je qualifierais d'être nos concurrents, les autres moteurs. Mais pas de souci, il y a assez de place pour tout le monde pour évoluer dans ce beau milieu qui est très dynamique. Mais je dirais même, ça ouvre, et c'était l'esprit aussi de cette augmentation de masse, c'est l'innovation. Demain, on va pouvoir imaginer faire des ULM à propulsion électrique, des ULM à pile à combustible, hybrides électriques, puisque nous, on ne développe pas que le turbopropulseur, on fait également un turbogénérateur. Donc en fait, dans un esprit d'innovation, l'augmentation de masse a été aussi construite pour cela, voilà, pour permettre de nouveaux types de motorisation d'arriver. Alors ça rejoint une discussion qu'on avait avec les sages de la rédaction. Oui. Moi je viens beaucoup de l'ULM ces dernières années, j'étais beaucoup dans l'ULM et j'ai constaté ça. L'ULM c'est un formidable banc d'essai en fait aujourd'hui pour les techniques aéronautiques et on voit beaucoup de constructeurs, c'est le cas de VL3, ils viennent de l'ULM et ils vont vers le certifié ensuite. Ils vont vers du certifié. C'est le cas de Pipistrel, très emblématique, qui vient de l'ULM. Qui sont les premiers à faire des avions électriques certifiés. C'est ton cas, nouveau motoriste. Absolument. Tu fais tes armes sur l'ULM. C'est un vrai chemin, ça? Alors, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est une vraie démarche et on l'a vraiment construit dans ce sens. L'ULM, qui plus est français, comme on disait, c'est déclaratif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais c'est un système qui est très souple et très efficace, je dirais. Et oui, ça permet de générer un terreau de l'innovation. Et nous, voyant ça, dès le départ de TurboD, on dit quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'on certifie tout de suite la turbine, ce qui peut multiplier par 2 ou 3 facilement les coûts du projet? Ben non, on va d'abord aller sur l'ULM, le non certifié, maturer notre technologie dans ce formidable terreau qui est l'ULM pour l'innovation. Et ensuite, on va générer du chiffre d'affaires, parce qu'une société, c'est fait pour générer du chiffre d'affaires et vivre. Et une fois qu'on aura une taille suffisante et puis une économie suffisante, on va se lancer dans la certification, ce qu'on a déjà fait. Et c'était vraiment une stratégie d'utiliser l'ULM comme un vecteur de développement rapide, efficace et facile, qui permet de faire quelque chose de très sûr, mais de monter les heures de vol, et ensuite d'aller sur justement cette certification qui est, il faut bien le dire, qui peut être compliqué à obtenir et puis être chronophage et prendre beaucoup de temps. Donc oui, c'est une vraie démarche en ce sens d'aller d'abord vers l'ULM et ensuite vers le certifié. Et qui plus est, le marché de l'ULM est très dynamique, peut-être plus que le marché de l'aviation légère, en tout cas en Europe, dans cette gamme. Il se vend beaucoup plus d'ULM 3 axes, même haut de gamme, que d'avions certifiés en Europe maintenant. Quoique certains constructeurs lorgnent beaucoup sur le marché d'un grand renouvellement, parce qu'il est assez ancien quand même, voilà, le parc d'avions certifiés légers. Donc aujourd'hui il est un peu calme, mais demain c'est une manne. C'est tout ce que j'espère, puisque effectivement nous on sera sur les deux, et moi je viens plutôt du milieu de l'avion, voir des gros réacteurs, parce qu'on est des anciens du groupe Safran, qui participent d'ailleurs à l'aventure Turbotech, ce sont nos associés. Absolument, si l'aviation, on voit il y a des magnifiques projets, Elexir, même historiquement on a Robin, s'il peut y avoir un renouveau de l'aviation légère française telle qu'on l'avait dans les années 60, où ils se vendaient des centaines d'avions légers en France et en Europe, moi je serais le plus heureux des hommes. Un truc emblématique quand même, je ne sais pas si cette année ils l'ont remontré, mais l'an dernier, moi ça m'avait fait un choc positif de voir un DR400 avec une turbine Turbotech. C'est à l'étude tout de même. Tout à fait, oui, c'est le projet emblématique. DR400, c'est l'avion d'Aéroclub français. L'histoire de l'aviation française. Oui, le projet continue, tout à fait. Mais le projet continue, c'est un très beau projet qui est porté aussi par les équipes de Robin. Alors en ce sens, vous pourrez me dire, c'est des avions certifiés. Donc là, on profite d'une petite faille, c'est même pas une faille, on profite d'une ligne de la 1623 qui est le critère, voilà, la régulation pour encadrer la certification des avions certifiés. Et il est dit qu'on peut monter un moteur non certifié dans un avion certifié si on certifie l'ensemble. Voilà. Donc on travaille avec Robin, mais pas seulement, on travaille aussi avec les équipes d'Elexir Aircraft qui sont très dynamiques pour intégrer notre turbine dans ces avions. Voilà, on travaille sur plusieurs projets comme ça. Peut-être aussi dans le futur des STC, Supplement Type Certificate, pour installer nos moteurs dans des avions certifiés. Donc on a un beau projet dont on parlera peut-être plus tard. Et du coup, oui, on va pouvoir installer ces motorisations dans des avions certifiés actuellement. Et j'en profite aussi pour dire qu'avec Elexir Aircraft, on travaille sur une propulsion hydrogène dans le cadre du projet Biotifuel, donc qui était porté et financé, porté par Turbotech et financé par le gouvernement. Donc nous, on a fini notre part de faire tourner des moteurs à hydrogène au sol à Vernon, au centre d'essai, avec la participation d'Air Liquide, de Safran dans ce beau projet. Et le but est ensuite d'intégrer tout ça dans un Elexir Aircraft, en parallèle du projet d'intégration de turbine. C'est une turbine qui fonctionne à l'hydrogène? Notre turbine brûle de l'hydrogène, c'est on va dire une alternative à la pile à combustible, très très efficace, puisque voilà, c'est vraiment la voie d'ailleurs qui est entrevue pour la décarbonation de l'aviation. Ça va être le SAF, les Sustainable Air Fuel, et dans 15 ans, je ne sais pas, ou 20 ans,
quand le monde sera prêt à produire de l'hydrogène renouvelable, qu'on saura le stocker et le distribuer, les moteurs seront prêts puisque notre turbine est d'ores et déjà capable de brûler de l'hydrogène. D'ailleurs, elle peut brûler à peu près n'importe quel carburant. C'est pas encore fait de révolutionner le monde de la propulsion de l'aviation légère, mais... On n'est pas loin, on essaye. Tu prends la bonne voie. Enfin, on essaye tout du moins, voilà, mais tout à fait. Ok. Pour revenir un petit peu sur cette évolution réglementaire qui était le cœur de notre sujet, tu as parlé de l'attitude de l'AFF Plume, puisque l'AFF Plume, il y a 3-4 ans, la nouvelle réglementation de masse, où donc la France a fait sécession, l'AFF Plume avait pleinement soutenu cette volonté de la DGAC de se séparer des 600 kg. Tout à fait. Et pendant pas mal de temps ces dernières années, ils ont semblé assez hostiles à l'idée de faire évoluer la réglementation. Là, tu dis qu'ils ont évolué, que... Alors, en fait, ça a été une discussion très intéressante et au début qui a été effectivement un échange on va dire, d'opinions. Et oui, en fait, ce qu'il a fallu, nous, d'abord et d'ores et déjà, on voulait faire ça dans le dos de personne. On voulait vraiment que tout se fasse en bonne collaboration, et aussi bien de la DGAC qui était totalement pour, mais des fédérations. Et donc oui, il a fallu comprendre pourquoi l'AFF Plume au début était hostile à cela. Et c'est exactement, et c'était une bonne raison, hein. Il faut savoir que le système français est un système qui est très très ouvert et libre. Donc le cahier des charges, et on s'était engagé à cela, nous on ne demandera pas à Turbotech cette extension de poids si on embête les usagers des ULM en leur amenant de nouvelles contraintes. Donc dès le départ, le cahier des charges avec l'AFF Plume, c'est de dire ok, Turbotech, faites ce que vous avez à faire sur votre gamme 525-600 kg, du moment que vous ne compliquez pas notre vie en dessous de 525 kg. Et c'était totalement légitime et entendable. Donc du coup, dans le cahier des charges légitime, enfin initial plutôt, quand on a réuni tout le monde, DGAC, FF Plume, les intervenants et nous, eh bien on s'est dit, le but est de faire quelque chose qui encadre le 600 kg, mais qui ne va pas embêter le 525 kg. Et on a réussi à avoir quelque chose de très proche du 525 kg, comme je vous disais, avec juste quelques contraintes supplémentaires techniques pour les avionneurs, hein, le code technique, un peu de formation, parce que ça reste des ULM performants, et je pense que c'est vraiment très adapté pour les futurs pilotes de ces ULM 600 kg, hein, lâcher machine, voilà, et puis un vol tous les 2 ans qui permettra de voir qu'ils sont toujours à niveau, sans sanction 1, c'est pas un vol de contrôle, et puis le fait de pouvoir faire entretenir ces aéronefs dans un cadre validé par les fabricants des avions. Donc c'est quand même très peu de contraintes supplémentaires, mais comme je vous disais, sur ce 600 kg, on a gardé l'esprit de l'ULM déclaratif et sans visite médicale. Et qui ne concernera, c'est important à dire je crois, tu parles en fait de mécaniciens un petit peu validés par les autorités. Alors c'est des ateliers, non pas validés par les autorités, d'ailleurs c'est validé par les fabricants des avions. C'est très très souple. On reste sur le déclaratif. On reste sur le déclaratif et en gros il faudra faire entretenir son avion. Uniquement pour cette nouvelle catégorie de machines. Voilà. On ne va pas embêter les ULMistes actuels à leur dire vous devez absolument... Voilà. C'est très cloisonné justement pour cette nouvelle réglementation. C'est quelques upgrades et après tout ce qui est en dessous, ça reste comme c'était avant. Donc on n'embête personne. D'accord. Voilà. On s'est tout expliqué, on s'est tout dit et voilà, on s'est dit travaillons comme ça, tout le monde l'a compris. On a eu une discussion très très intelligente, très ouverte avec la DGAC et la FF Plume encore une fois et ça s'est très bien passé. Voilà. Ok, bon ben pour ma part et pour observer le domaine et le milieu depuis pas mal de temps, moi j'y vois que du positif. Pour les constructeurs évidemment, hein, on l'a dit, les constructeurs européens vont avoir plus de facilité à mettre leurs ULM sur le marché français. Pour les constructeurs de moteurs, ça ouvre la voie, voilà, ça ouvre une voie. Mais à tous. Et pour les utilisateurs, puisque ceux qui restent sur l'ULM à l'ancienne ne sont pas embêtés. Voilà. Ceux qui veulent des petites bombes modernes qui vont vite et qui sont forcément un petit peu plus lourds que les anciens, ils vont pouvoir l'avoir. Tout à fait. Moi je trouve ça super. Et merci de la part de tous les ULMistes et amateurs d'aviation légère pour ce que tu fais pour eux. Voilà. On fait avancer le schmilblick. Merci à vous.